d'améliorer la qualité de vie de la personne en développant ses potentialités à travers de très nombreuses dimensions, l'autonomie, l'éducation, les apprentissages scolaires, la santé ou encore la participation sociale. Et toutefois, cela doit être adapté selon les capacités de chacun. La prise en compte des capacités, l'adaptation selon les capacités, la description des capacités des individus est une rhétorique qui transparaît tout au long du document. Je parle ici de recommandations de bonne pratique. De ce fait, tous les aspects de la vie individuelle se voient proposer d'être travaillés sous le vocable de l'adaptation, selon ce que l'individu serait capable ou non de faire ou de comprendre. Cette logique n'est pas seulement un discours de politique publique, a une répercussion sur le contenu concret de l'accompagnement au quotidien, proposé en institution par les différents professionnels. Ce sont ces enjeux en termes de capacité qui sont déployés dans la thèse. Il s'agit alors de montrer que cet élément de sens commun de politique publique, la capacité, est construit en acte institutionnellement et fabrique des individus accompagnés à travers un tri entre capables et incapables. Pour aborder ces questions, je m'appuie sur la sociologie du handicap, notamment le courant dit des Disability Studies, qui pose comme principe l'intrication des différentes difficultés que pose la situation de handicap entre la société d'une part et l'individu d'autre part, en refusant de considérer l'individu comme étant l'origine d'un trouble ou d'un déficit. De ce point de vue, il s'agit de percevoir quelles sont les attentes sociales et la place que prend l'idée de norme et celle de normalité, la manière dont se constitue l'écart à cette norme et le travail mis alors en place pour le combler. C'est ce mouvement que j'ai souhaité analyser dans cette étude, en m'appuyant sur le travail des professionnels à l'interface entre l'individu jugé hors norme et les attentes sociales vers lesquelles il s'agirait de le faire tendre. Pour compléter ce travail, je me suis appuyé sur la littérature autour du concept d'ableism, qui est traduit dans cette thèse en français par capacitisme. Ce terme il désigne une structure de différenciation sociale passant par une hiérarchisation des capacités en s'appuyant sur l'idée d'un corps qui est compris dans ses dimensions à la fois physiques et mentales, normé et normal, et sur l'exclusion des personnes dont le corps serait jugé non conforme. Cet outil théorique est utile afin de comprendre comment le rapport à la norme sociale face à une situation jugée comme étant de handicap est un rapport de domination. Ce concept permet de mettre au jour le fait que l'accompagnement prend comme modèle, en permanence, un individu normé et normal dans un contexte spécifique, ici celui du néolibéralisme, qui promeut l'individu productif comme entrepreneur de lui-même, avec un fort idéal autonomiste. Cette thèse, elle s'appuie donc sur une enquête ethnographique sur un temps long, avec comme principe centraux l'observation participante d'une part et la réalisation d'entretiens semi-directifs d'autre part. La volonté première était d'effectuer des observations prolongées, à la fois pour atténuer certains biais potentiellement induits par ma présence, et pour saisir, en multipliant les espaces et les temps d'observation au sein d'une même institution, le quotidien institutionnel et les relations qu'il engendre. C'est pour cette raison que j'ai passé 1 an et demi à faire de l'observation sur 3 structures différentes. J'ai participé à la fois à l'internat, à l'externat, aux différents temps d'activité de pause, aux réunions, et j'ai lu nombre de documents institutionnels. J'ai ensuite tenu à ce que les entretiens soient réalisés avec des personnes que je connaissais déjà par la pratique d'observation, ce qui me permettait d'approfondir davantage les aspects inhérents en pratique professionnelle au cours de ceux-ci. J'ai donc réalisé une trentaine d'entretiens en cherchant à prendre en compte la pluralité des professionnels impliqués dans les établissements, donc des éducateurs aux cuisiniers, en passant par la direction, etc. Je souhaite revenir très rapidement sur quelques résultats qui émergent donc de ce travail. Tout d'abord, je dirais que les IME ne sont pas entièrement des institutions totales au sens de Goffman, notamment car les personnes accueillies font des allers-retours avec le domicile familial. Pour autant, les institutions monopolisent la capacité à accompagner et à transformer l'individu à partir de 2 mécanismes distincts. Tout d'abord, il y a une prise en considération de l'ensemble des aspects de la vie des individus, que ce soit sur l'éducation, le sport, on va surveiller leur poids, etc., qui est permise par une équipe pluridisciplinaire nombreuse, qui va collaborer autour des projets individualisés, et ensuite la mise à l'écart des parents, dans leur légitimité à accompagner leurs enfants, se passe notamment sur la question de la gestion des médicaments, en décrédibilisant les parents dans leur capacité à bien faire les choix de santé des enfants.
Et donc, ils vont être mis en place des mécanismes pour convaincre les parents à accepter le traitement en se montrant comme sachant mieux ce qui est bon ou non pour l'enfant. Donc, afin de transformer les individus, la monopolisation de l'accompagnement légitime ne suffit pas. Il s'agit également de produire une normalité handicapée, c'est-à-dire une norme institutionnelle située qui définit le handicap et un certain handicap comme ce qui rend possible l'accompagnement. Cette normalité handicapée définit le cadre d'une possibilité d'accompagnement vers le progrès. Pour ce faire, les personnes qui en sont membres doivent être ni trop ni pas assez handicapées. De plus, la figure de l'anormal mise en exergue est celle du fou, qui serait définie par son incapacité à être dans une démarche de capacitation, dans une démarche de progrès, à la différence de l'handicapé qui, lui, serait dans le progrès. Plusieurs mécanismes servent à prévenir cette figure repoussoire de la folie. Les traitements médicamenteux, le recours à l'hôpital psychiatrique, ou encore la sortie du collectif et l'individualisation des temps d'accompagnement. Ce collectif des handicapés normaux peut donc être accompagné vers l'acquisition de compétences. Dans cette thèse, je mets au jour l'importance du genre dans ce processus. Il va agir sur la manière dont il faut apprendre à prendre soin de soi et des autres, ou encore sur les représentations professionnelles autour de la sexualité. Ces éléments émergent à travers l'étude de la socialisation genrée des individus comme processus de normalisation, et donc comme la recherche à faire acquérir une identité genrée normalisée, c'est-à-dire acceptable et acceptée, au sein du monde en grand, en dehors des institutions. Ma thèse montre alors que les professionnels mettent en place un travail visant à faire des personnes accueillies des jeunes hommes et des jeunes femmes. Je mets en évidence que ce processus, s'il vise à réduire la normalité, met au jour de nouvelles distinctions, à travers la production d'une féminité qui fait figure de cadre contraignant pour les jeunes filles, d'une négation de leur sexualité vis-à-vis de celle des jeunes garçons, ou encore, finalement, de la restriction qu'elles vont subir dans l'accès hors institutionnel. Enfin, et de manière transversale, cette thèse s'intéresse, comme déjà dit, au tri qu'effectuent les institutions entre les personnes jugées capables et celles qui seraient incapables. Ce tri prend de nombreuses formes, et l'assignation à la capacité peut être situationnelle ou avoir des formes plus rigides. Sur cette fabrique de l'individu capable et incapable, une série d'éléments peuvent être soulignés, distinguant ces deux entités. Dans la manière dont les professionnels accompagnent le quotidien, il est possible de repérer d'une part le registre du faire pour, qui consiste pour les éducateurs à suppléer dans les actes quotidiens les personnes accompagnées, et le registre du faire avec, à savoir une participation à l'action afin d'apprendre à réaliser seul ces actes quotidiens. La question de l'autonomie va aussi se déployer de manière différenciée. C'est une autonomie intra-institutionnelle qui est mise en exergue pour les plus incapables. Il s'agit de savoir-être et de savoir-faire au sein de l'institution, en opposition à un travail sur l'autonomie supra-institutionnelle pour les plus capables, qui se déploie par exemple dans les transports ou dans les courses sans accompagnement professionnel. Cette série de distinctions se cristallise dans la préparation à l'orientation adulte. C'est un apprentissage du métier d'institutionnaliser qui est mis en exergue pour les plus incapables. Il s'agit de les préparer à une vie au sein d'institutions improductives pour personnes désignées handicapées. Au contraire, les plus capables sont inscrits dans le métier de capabiliser. Il faut les préparer à une vie le plus possible hors institutionnelle, au travail, et donc à participer au capacitisme néolibéral. Il s'agit de rendre invisibles les anormalités à l'extérieur de l'institution, de promouvoir la capacité à travailler